À nos seigneurs de l'Assemblée nationale, mémoire pour les maîtres de poste ***** à nos seigneurs de l'Assemblée nationale. Mémoire pour les maîtres de poste. L'établissement des postes en France est sans contredit un des plus beaux, des plus nécessaires et des plus utiles qui honorent ce grand empire. Aussi n'a-t-il cessé de jouir de la protection de la nation, et de celle du gouvernement qui l'ont continuellement surveillé. C'est par cette protection et par cette surveillance qu'il s'est maintenu, malgré les tentatives réitérées de la cupidité et de l'envie. C'est par cette protection et par cette surveillance qu'il a atteint ce degré de perfection qui fait aujourd'hui l'admiration de l'Europe entière. La conservation de cet établissement précieux à l'État ne saurait manquer d'intéresser vivement l'auguste Assemblée de la Nation, dont tous les membres concourent avec un égal succès à la régénération du royaume, et à le faire jouir de toute la splendeur dont il est susceptible. Il ne sera donc pas possible aux représentants français de se dissimuler que cette conservation est étroitement liée au sort des maîtres de poste. Il est d'autant plus juste de s'en occuper, qu'ils sont tous des cultivateurs, entièrement livrés à des travaux utiles, et dont l'ambition se borne à mériter, sous tous les rapports, l'estime de leurs concitoyens, aux dépens même de leur repos et de leur tranquillité, sans qu'aucune idée de luxe occupe un seul instant leur pensée. Vivre péniblement, élever avec soin leurs enfants, en faire des travailleurs et des citoyens qui leur ressemblent, c'est à quoi se borne le vu des maîtres de poste. Dans tous les thèmes le gouvernement leur a accordé des privilèges, mais qu'on ne s'y trompe pas. Ces privilèges n'étaient que des indemnités, ils n'étaient que des secours sans lesquels on ne pouvait espérer de former l'établissement si intéressant dont il se chargeait. Louis XI fut le premier qui rendit les postes ordinaires et perpétuels. Il accorda aux maîtres de poste les mêmes privilèges dont jouissaient les commensaux de sa maison. Henri IV y ajouta la faculté de tenir à ferme 60 arpents de terre, et de faire valoir tout leur propre en exemption de taille. Louis XIII leur accorda de plus la faculté de faire le commerce. Louis XIV porta l'exemption de la taille à 100 arpents de location, indépendamment de leur propre, et les maîtres de poste ont joui sans interruption de ces privilèges, ou, pour parler plus correctement, de cette indemnité, de ce secours qui balance à peine les charges et les pertes attachées à l'état de maître de poste. Ceux-ci ne dissimuleront pas qu'on a quelquefois tenté d'altérer ou de restreindre ce secours, mais que la justice la plus sévère a été forcée de la rétablir aussitôt. Sous la minorité de Louis XIV la Régence, par une déclaration du 20 octobre 1648, restreignit l'exemption de la taille accordée aux maîtres de poste à 50 arpents de terre à fermer. Cette déclaration avait porté la plus funeste atteinte au service des postes. Aussi par une autre du mois de janvier 1669, Louis XIV rétablit les privilèges des maîtres de poste de jouir en exemption de taille de 60 arpents de terre à fermer. Monsieur de Louvois leur accorda sa protection et sa surveillance spéciale. Le service des postes se rétablit, il y fit régner l'ordre, et cet établissement atteint toute la perfection dont il était susceptible par la déclaration de 1672, qui attribua aux maîtres de poste la faculté de jouir en exemption de taille de 100 arpents de terre à fermer, et qui leur accorda d'autres exemptions, privilèges, franchises, immunités et prérogatives. Ces privilèges éprouvèrent une nouvelle atteinte par la déclaration du 8 janvier 1692, les inconvénients s'en firent si promptement sentir, que par une nouvelle déclaration du 12 avril de la même année, ils furent tout rétablis et il fut de plus permis aux maîtres de poste de se démettre de leur place en faveur de leurs enfants, gendres ou autres pérennes en état de faire le service. Il résulte de cette courte analyse, que sans privilège, sans indemnité, sans secours quelconque, on ne peut espérer faire desservir utilement la poste aux chevaux. Le seul moyen d'inviter le cultivateur à se charger, à courir les risques de ce pénible service,
c'est de le rendre indemne d'une partie des sacrifices trop réels qu'il fait journellement, et il y a d'autant moins d'inconvénients que la spéculation des cultivateurs se borne à faire du bien, aux dépens de toutes ses avances, pourvu qu'il y trouve sa subsistance et celle de sa famille. Les charges des maîtres de poste sont immenses. Ils sont obligés d'avoir en tout temps pour le service public, et sans égard aux mortes saisons, un nombre fixe et suffisant de bons chevaux. Ils sont assujettis à la conduite journalière des mâles qui écrasent leurs chevaux par leur poids, et dont le prix est plus médiocre, puisqu'ils ne sont payés qu'à raison de 10 sols par cheval. Ils doivent fournir aux courriers du cabinet et à ceux des ministres les chevaux les plus vifs et les meilleurs de leur écurie au prix modique de 15 sols par course, ce qui est d'autant plus étonnant et d'autant plus injuste qu'il est alloué à chacun de ces courriers 7 livres 10 sols par poste et quelquefois 10 livres à des courriers extraordinaires. En temps de guerre, il en coûte au roi 300,000 livres par mois pour les courriers du cabinet, et conséquemment les maîtres de poste éprouvent une perte proportionnelle, et qui ne profite véritablement qu'à ces courriers. 4 dans les tournées pour les voyages du roi et des princes, pour les mariages. Pour les thèmes de guerre, les maîtres de poste sont souvent forcés de faire conduire leurs chevaux à 50 ou 60 lieues de leur domicile, on les paye à raison de 13 sols 4 dennes par jour et 20 sols dans les tournées extraordinaires. Ils sont tenus de la conduite gratuite des visiteurs et contrôleurs, tant de la poste aux chevaux que de la poste aux lettres. Si l'on joint à ces charges, déjà si pesantes et continuelles les frais d'acquisition, ou le loyer d'emplacements immenses pour le logement des chevaux de poste et des approvisionnements nécessaires à leur nourriture. Si l'on y joint les craintes continuelles et malheureusement trop souvent réalisées, du feu, par les lumières que l'on est obligé d'avoir toutes les nuits dans les écuries pour un service toujours actif, et de jour et de nuit. Si l'on y joint le renouvellement, trop fréquent, des chevaux par le très petit nombre qui réussit à un métier aussi pénible, les pertes accidentelles de 15 et 20 chevaux en une année par la morve et le farcin, quelquefois même du double. On sera forcé de convenir que les maîtres de poste seraient obligés d'abandonner l'entreprise, s'il était borné au prix modique toujours subsistant de 25 sols par course de cheval, malgré l'accroissement du numéraire et l'augmentation progressive du prix des chevaux et des denrées depuis cette époque. C'est toujours un homme aisé qui se charge de l'entreprise des postes, il n'en est point d'assez insensé pour s'exposer aux pertes qu'elle entraîne, pour s'assujettir aux charges qu'elle exige, pour essuyer tous les jours des duretés, des vexations et des mauvais traitements de tout genre de la part des courriers, s'il y courait les risques de son aisance, et s'il n'y trouvait pas sa subsistance et celle de sa famille. Les maîtres de poste ne se dissimuleront pas qu'ils ont quelquefois excité l'envie de leurs voisins, jaloux ou désireux de jouir des mêmes privilèges, mais ces sentiments trop communs aux hommes, toujours mécontents de leur sort, est le fruit de l'ignorance et de la présomption, qui les porte à se dissimuler qu'ils soient incapables de supporter les charges sous le poids desquelles succomberont infailliblement les maîtres de poste, sans l'ordre qu'ils sont obligés d'observer rigoureusement. Sans une surveillance continuelle, en un mot, sans les justes secours qu'ils ont obtenus, et que la justice de nos seigneurs les portera à leur continuer de la manière qu'ils jugeront la moins onéreuse au peuple, ce sera toujours là le but des maîtres de poste, qui ont dans tous les thèmes donné les preuves les moins équivoques des sentiments de patriotisme dont ils sont animés. C'est cette même ignorance des charges attachées au service de la poste aux chevaux qui a fait éclore en cette partie les projets, on peut dire extravagants, des Chamousset, Corby, Lachenay et autres, qui avaient de l'esprit, sans doute, mais qui manquaient absolument de cette expérience dont les résultats devaient servir de base à un projet d'autant plus insensé, que leurs auteurs ne demandaient rien moins que de se charger de l'entreprise de toutes les postes du royaume. Se charger de l'entreprise de toutes les postes du royaume. Ce projet médité au coin du feu, ne peut être regardé que comme un rêve de ces gens à système,
qui dans l'Ancien Régime, n'ont cessé d'assaillir le gouvernement, et qui lui ont fait faire tant de fautes. On ne pourrait imaginer de le proposer de nouveau à l'auguste Assemblée nationale, quand il a été proscrit dans un thème heureusement oublié, on ne pourrait le proposer à l'Assemblée nationale sans insulter à ses principes, et sans avoir eu la criminelle intention de la mettre en contradiction avec elle-même, ce serait entreprendre de ressusciter les privilèges exclusifs à jamais anéantis, et dont le nom seul inspire une sainte horreur, garante à l'avenir de la liberté publique et particulière. Solennellement prononcé, c'est, en un mot, livré à une entreprise plus qu'hasarder la subsistance de 1440 mètres de poste répandus sur la surface de l'Empire, tout péresse de familles, tous citoyens utiles, laborieux, tous zélés patriotes, uniquement livrés à l'agriculture avec les moyens peut-être uniques de la rendre florissante. L'état de perfection que les postes ont atteint dans le royaume est dû à 300 ans de peine et de soins, c'est une vérité qu'on ne saura se dissimuler. Adopter le projet du sieur Lachenay ou tous autres de ce genre, ce sera en perdre le fruit, et livrer à la cupidité d'une compagnie purement financière, un des établissements qui fait le plus d'honneur à la France. Le sieur Lachenay sentit tellement l'impossibilité d'étendre son projet à tout le royaume, qu'il y renonça de lui-même et se borna à le demander pour les routes seulement de Paris à Fontainebleau et à Compiègne. Telle est la base de son système, qu'il prétendoit établir des relais de 4 lieues en 4 lieues, y placer 1000 chevaux pour assurer ce service, en convenant qu'il y en aura toujours 200 boiteux, il fondoit son bénéfice sur l'espoir du retour de ses chevaux à charge. Indépendamment de la difficulté de trouver toujours à 4 lieues des emplacements faits ou à faire, de l'eau absolument indispensable dans chacun des relais de poste, ce système est contraire à l'opinion des plus célèbres administrateurs, qui s'occupant des grandes et principales routes du royaume, nommément de celles d'Espagne, d'Italie, de Flandre et autres, crurent avec raison ne devoir établir les postes qu'à 2 et 3 lieues de distance, et de la moindre étendue, alors les postes n'étoient que de 2000 toises, il n'y eut d'autre motif que celui de prévenir la ruine des chevaux devenus plus rares par ce moyen. Il est sensible que plus on éloignera les relais, plus on perdra de chevaux, et cet inconvénient est d'une si haute importance, qu'on ne saura employer trop de moyens pour s'en garantir. L'expérience démontre que les chevaux de poste ne peuvent pas dans une distance de 4 lieues, faire un service suivi et très souvent précipité, on en fit une épreuve tellement onéreuse dans les voyages de Compiègne, pour aller de Senlis à Verberie, qu'on fut forcé d'établir une poste à moitié chemin, on obligea par la même raison le maître de poste de Saint-Germain-en-Laye d'établir un relais à Nanterre, le même motif détermina à en établir un à Sèvres. Ces exemples pris sur un grand nombre d'autres, et parce qu'ils sont sous nos yeux, ne présentent point de réplique. La course d'une poste ordinaire ne fatigue que médiocrement les chevaux, mais ils sont épuisés s'ils en courent de suite une seconde. C'est là une de ces vérités élémentaires à laquelle il n'est pas possible de répondre, et d'autant moins qu'à son appui se joignent telles circonstances de fatigue ou de maladie qu'on n'aura pas aperçues, qui font périr ou estropier un cheval, événement qui laissera le courrier dans le plus grand embarras, si, comme il est possible, il avoir encore 2 ou 3 lieues à faire pour gagner l'autre relais. Quand le sieur Lachenay espéra remplir le service proposé avec 1000 chevaux, il ignora sans doute que les 33 maîtres de poste dont il avait prononcé la ruine en avaient plus de 1500. Vainement se fondoit-il sur ce qu'au moyen des retours à charge qu'il avait prévus, il lui en faudra moins. Les retours à charge ne sauront se prévoir, les circonstances déterminent les voyages, les circonstances les fixent souvent dans une partie du royaume, et les rendent très précipités.
pour en remplir la tâche, il faudra nécessairement que les chevaux revinssent à vide. L'expérience démontre que chaque printemps il part de Paris 5/6 de courrier contraint qui entre, on ne saurait admettre qu'ils attendent l'automne pour faire revenir leurs chevaux à charge. Le sieur Lachenay n'avoit donc d'autre moyen praticable que celui dont usent les maîtres de poste, il lui falloit donc un même nombre de chevaux. Cette vérité s'établit par le fait constant que c'est sans succès que le maître de poste de Dijon a voulu pratiquer à sa poste de Coude le procédé du sieur Lachenay. Le maître de poste de Ry et Villejuif, celui de Paris qui avait réuni la poste du Bourget, le maître de poste de Charenton, qui avait pris celle de Grosbois avec l'espoir des retours, présentent autant d'exemples de l'impossibilité de réaliser le projet du sieur Lachenay. Le sieur Crété, qui a les postes de Saint-Denis et de Franconville, ne craint pas d'assurer que ses chevaux ne reviennent pas 10 fois à charge dans une année. Si l'expérience détermine les personnes raisonnables, présentons-en un dernier, qui achèvera de convaincre les personnes les plus incrédules. Il est frappant mais décisif. Il y avait entre les deux postes de Paris et Versailles un renvoi réciproque et fidèle, mais au moindre événement l'une ou l'autre était démontée, et malgré la même union et le même rapport d'intérêt, on fut obligé, pour la sûreté du service, de renoncer à ce renvoi réciproque. Que l'auteur du projet que nous combattons avec tant d'avantages ait prétexté que le service sera mieux fait que par les maîtres de poste, qu'il ait prétexté que les postillons seraient plus raisonnables, et par conséquent plus sûrs, ce ne sont là que des mots dénués de sens et qu'un seul va détruire. Le soin des chevaux devait être confié à des commis, on n'admettra pas sans doute qu'il les ait portés, qu'il ait porté le zèle aussi loin que les maîtres de poste qui veillent eux-mêmes sur leurs propres choses. On ne supposera jamais à ces commis ni la même autorité qui proscrit la subordination, ni la même attention des maîtres de poste, dont la subsistance et celle de leur famille dépendent absolument. Il est certain que du côté du service, les maîtres de poste présentent bien plus d'avantages que les entrepreneurs qui auraient voulu réaliser le projet du sieur Lachenay. D'abord, ces entrepreneurs n'auraient que des gens à argent, sans connaissance de la manutention qui faisait l'objet unique de leur entreprise, et qui n'auraient pu se tirer d'affaire pendant quelques mois encore, qu'en ménageant sur le prix des chevaux et sur leur nourriture, encore n'en auraient-ils pas moins été réduits à faire banqueroute, ce qui est déjà un malheur, mais le plus grand de tous, c'est que dans un instant le service des postes aurait manqué dans tout le royaume. Les maîtres de poste sentent au contraire la nécessité d'avoir de bons chevaux et de les bien nourrir, ils sentent la nécessité d'avoir des postillons sûrs, parce qu'il leur importe de réunir tous les moyens de bien servir et contenter le public. Ils sont d'ailleurs soumis à des visites, et ils ne contreviendront pas impunément aux règlements et ordonnances concernant les postes et relais de France. Mais quand on supposera à des commis salariés le même intérêt des maîtres de poste, ce qui est impossible, comment pourraient-ils faire le service aussi bien que ces derniers ? Sûrement qu'on ne leur confierait que le nombre de chevaux qu'on prévoira suffisant pour desservir chaque poste. Or, le maître de poste a à cet égard cet avantage qu'indépendamment du nombre de chevaux destinés au service de la poste, il a encore ceux de labour dans la proportion des terres qu'il fait valoir, et qui servent dans les besoins. Dira-t-on que les chevaux de labour ne peuvent être employés au service de la poste qu'aux dépens de l'agriculture, mais la réponse est aussi simple que facile, en supposant que les labours soient retardés dans l'instant de ce besoin extraordinaire, on conviendra qu'au moyen de ce que le maître de poste emploie même ses chevaux de poste au labour quand cet instant est passé, tout est plus que réparé. Le projet du sieur de Lachenay, de même que tous autres de ce genre, ne saura présenter que désordre et confusion. En effet, les chevaux changeant de relais comme les postillons, qui est-ce qui connaîtra leur qualité bonne ou mauvaise ?
Un postillon sera arrivé avec une chaise et 5 chevaux, il sera reparti avec 2, un autre sera arrivé avec 2 et sera reparti avec 4, un troisième sera arrivé à franc-étrier, repartira avec une chaise ou une berline, et cela pour une poste différente que celle dont il est parti. Il résultera nécessairement de ce désordre et de cette confusion, que les chevaux ne seront jamais employés utilement, et conséquemment que le service sera toujours très mal fait. Il a été bien prouvé que les relais de 4 lieues en 4 lieues étaient impraticables, que loin de diminuer la quantité des chevaux, l'entreprise exigera qu'on les augmentât et sans succès, puisque ces retours à charge ne pouvaient avoir d'exécution. Jetons un coup d'œil rapide sur les funestes effets d'un pareil projet s'il se fût réalisé. Il fallut de la part des entrepreneurs une caution pour la garantie et la sûreté du service. Ils offroient les 1000 chevaux qu'ils n'avaient pas, les fourrages et les ustensiles nécessaires qu'ils n'avaient pas encore, mais eussent-ils pu offrir un mobilier tout en spéculation. Quelle sûreté au roi ont trouvé dans des chevaux décharnés et estropiés, ou prêts à devenir dans cet état par le travail outré auquel on les destinoit. Quelle sûreté au roi présenter des selles de poste, des harnois pourris, des greniers vides et des fournisseurs ruinés. De pareilles sûretés n'étaient rien moins que capables de cautionner ou assurer un service continuel et instant. La compagnie quelconque qui au roi était forcée de tout acheter, de faire le service par des commis à gages, qui n'aura pas joui d'une infinité des avantages dont les maîtres de poste savent profiter, ne pourra manquer de dépenser bien plus que ces derniers. Cette compagnie était donc incapable de soutenir un pareil établissement, elle devait être accablée de son poids, et comme on l'a dit, le service de la poste pouvait manquer à l'instant même, et le temps nécessaire pour établir le même ordre au roi était vraiment incalculable, parce que les maîtres de poste, que l'adoption de ce nouveau système au roi ruiné, la confiance qu'il aurait perdue, leur bâtiment qui au roi changé de destination, ne leur aura plus permis de reprendre leur ancien état, il en sera résulté la ruine de l'agriculture et du commerce dans toute l'étendue de l'Empire. Ces considérations sont d'autant plus capables de fixer l'attention de l'auguste Assemblée nationale, qu'elles sont toutes vraies et puisées sur des faits positifs, sur des exemples qui n'admettent point de réplique, faits et exemples garantis par la droite raison, dont les illustres députés de la nation font un si grand cas et un si glorieux usage. Ces considérations reçoivent d'autant plus d'application dans la circonstance, que les maîtres de poste sont bien informés qu'il a été remis à l'Assemblée nationale des projets qui tendent à faire accueillir le système qu'ils viennent de combattre d'autant plus avantageusement, que les auteurs ne s'en tiennent plus à proposer de desservir 2 routes seulement, mais bien tout le royaume, ce qui donne encore un plus grand degré de force au raisonnement des maîtres de poste. Sans doute que ces derniers ont la juste intention de se soustraire et de soustraire leur famille à la ruine, dont 1440 chefs sont menacés, mais ils ont aussi celle de contribuer à conserver à la France un établissement, qui, par son organisation actuelle, fait l'admiration de l'Europe entière et dont la perte influerait sur toute la nation. 2 moyens irrésistibles écarteront à jamais la réalisation de ce projet funeste et heureusement impraticable. 1. L'anéantissement de tout privilège, et surtout de tout privilège exclusif. 2. Et l'impossibilité où seraient les entrepreneurs de garantir la quantité de 43,200 chevaux pour le service des postes du royaume, à raison de 30 chevaux par chacun des 1440 maîtres de poste. De la nécessité d'écarter des projets vraiment destructeurs du précieux établissement des postes aux chevaux, résulte celle de maintenir l'organisation actuelle de cet établissement, et de le laisser entre les mains des maîtres de poste, qui ont le plus vif intérêt de concourir de tous leurs efforts à la plus parfaite perfection, si elle est possible.
mais dans la circonstance où des décrets respectables et qui doivent faire l'admiration du monde présent et futur, il serait coupable d'un défaut de confiance nuisible à la chose publique, s'il n'implorait pas la justice et la protection de nos seigneurs, dont les effets peuvent seuls les mettre en état d'atteindre à cette complète perfection, d'autant plus désirable que l'objet en est grand et intéresse véritablement toutes les classes de la société. Les maîtres de poste sont dignes de cette protection qu'il invoque, votre justice est intéressée à leur conserver leur état, à laquelle est attachée leur subsistance et celle de leur famille. Les maîtres de poste, nos seigneurs, parce qu'ils sont agriculteurs laborieux, parce qu'ils sont de zélés patriotes, et ces qualités en valent bien d'autres aux yeux des sages si glorieusement occupés d'assurer le bonheur des Français dont ils font l'ornement. Les maîtres de poste sont zélés patriotes, par cela seul qu'ils s'occupent essentiellement des moyens d'accroître la subsistance. S'il fallait d'autres titres pour justifier cette qualité si précieuse à leur cœur, ils retraceraient les preuves qu'ils ont données dans tous les thèmes, celles particulières qu'ils en ont données sous le maréchal de Belle-Île lors de l'invasion de la Provence, qui ne dut sa conservation qu'aux ailes éclairées des maîtres de poste, qui sur le champ fournirent tout leur chevaux pour le transport de l'armée, des vivres, de l'artillerie, et ces services dont le roi eut dans le Thames connaissance, et qu'il daigna reconnaître par une gratification. Ceux des environs de Paris ne se feront point un mérite du zèle ardent qu'ils ont montré en charriant gratuitement avec leurs chevaux de poste pendant les mois de juillet et août dernier, les farines destinées à l'approvisionnement de cette capitale. Ils ont saisi l'occasion d'obliger leurs concitoyens, la récompense la plus précieuse à leur cœur est dans le service même qu'ils ont pu rendre. Ces considérations sont bien puissantes sans doute aux yeux des régénérateurs du nom français, les maîtres de poste sont toutefois incapables de s'en prévaloir, c'est la justice éclairée de nos seigneurs qui l'invoque, et ce ne sera pas en vain, parce que la situation désespérante de 1440 citoyens utiles, de 1440 citoyens dignes de porter le nom français, mérite d'occuper un moment les plus fermes appuis, en qui réside tout l'espoir de la nation française. Les maîtres de poste, nos seigneurs, avaient des privilèges, ils en jouissaient à titre purement onéreux, la suppression de tous les privilèges a frappé sur eux et par le coup qui les anéantit, votre intention n'a point été de les ruiner et encore moins de ruiner un établissement dont vous êtes plus que qui que ce soit en état d'apprécier la très grande utilité. Vous déciderez dans votre sagesse, nos seigneurs, qu'il est de votre justice de remplacer les privilèges des maîtres de poste, non seulement par une indemnité pécuniaire bien légitimement acquise, mais encore par une légère augmentation sur le prix de la course de chevaux, qui n'équivaudra jamais aux privilèges dont ils sont privés. Il est tellement vrai que les privilèges dont ils jouissaient n'ont été qu'un véritable secours que dans les pays d'État et de cadastre, où l'exemption de la taille n'a point lieu, il est accordé à chaque maître de poste 75 livres et même 100 livres par lieu, qu'il a à parcourir avec la fixation de leur capitation, à 6 livres. Cette indemnité serait bien insuffisante pour les maîtres de poste des grandes routes et des environs de Paris. C'est particulièrement sur le service de ces grandes routes qui partent de la capitale et où les postes doivent être montés d'un plus grand nombre de chevaux, et d'espèces et de prix bien différents, que se fera sentir l'effet de la suppression des privilèges dont jouissaient les maîtres de poste. Si nos seigneurs ne s'occupent de la juste indemnité qui doit en compenser la perte, il est certain que les gens aisés qui tiennent aujourd'hui les postes et que leurs facultés mettent en état de supporter la cherté excessive des denrées et les pertes accidentelles et trop communes des chevaux, seraient forcés de quitter leur état, ils n'auraient que ce parti à prendre pour ne pas compromettre leur existence et celle de leur famille. Pour prouver l'insuffisance de l'indemnité accordée par les pays d'État et de cadastre, si on y bornait celle due aux maîtres de poste des grandes routes et des environs de Paris, les maîtres de poste citeront ici quelques exemples.
les 100 livres accordés annuellement aux maîtres de poste de Bretagne étant insuffisants pour les indemniser de la non-jouissance du fouillage, on leur a accordé en 1774 50 livres par lieu, dont partie est payée par le roi et partie payée par la province. Les postes y sont très faibles et très difficiles à soutenir, celle de Brest et Lorient n'existe qu'au moyen d'une augmentation de traitement, et en 1785 et 1786, le service des malles eut manqué sur la route de Brest et les postes en auraient été abandonnés, si Sa Majesté n'avait point accordé un secours considérable et extraordinaire à chacun des maîtres de poste de cette route, et si on ne leur eût payé les chevaux des malles au prix de 30 sols. Les maîtres de poste du Dauphiné ont 75 livres par lieu, des gages du roi de 280 livres et plusieurs sur la route de Lyon à Grenoble, ont en outre des gratifications fixes et annuelles sur les dégrèvements de la province. Toulon a 1600 livres, Douai 1800 livres, Orléans 1000 livres de l'administration et 1000 livres de la ville, Falsbourg 400 livres, mais 500 livres. D'autres postes sont à la charge du roi, tels que Nono le Fuselier, qui a 600 livres, la Motte-Beuvron pareille somme de 600 livres, Brest 1200 livres, Troyes 2400 livres, et une infinité d'autres dont il devient inutile de présenter ici l'énumération. Les maîtres de poste ne se dissimulent pas, nos seigneurs, que dans le moment où vous vous occupez à rétablir les finances, dans un moment où chacun de vous travaille par des épargnes en tout genre à réparer le déficit, les maîtres de poste ne se dissimulent pas combien il est délicat, combien peut-être ce serait contrarier vos travaux et vos vues de demander à l'Assemblée nationale une indemnité pécuniaire en remplacement de leurs privilèges. Les maîtres de poste se livrant entièrement à la respectueuse confiance que vous avez si justement inspirée à tous les citoyens vraiment français, oseront prendre la liberté de soumettre à vos lumières un autre moyen capable de balancer momentanément les pertes des maîtres de poste, et de leur faciliter le moyen de soutenir leur état et le service public, en attendant que des circonstances plus heureuses vous mettent à portée de les indemniser dans les proportions de la perte de leur privilège. Ce moyen simple est d'autant plus avantageux qu'il établirait l'égalité entre tous les maîtres de poste, se réduit à une très légère augmentation du prix de la course des chevaux, et l'exemption des charges de paroisse, telles que le marguillage, la collecte, etc. L'adoption de ce moyen coûtera d'autant moins à votre justice, qu'il est vrai de dire que s'il n'est point de pays en Europe où le service des postes se fasse avec autant d'exactitude et de célérité qu'en France, il n'en est aucun où il en coûte aussi peu pour se transporter promptement d'un endroit à un autre. Il est vrai de dire encore que le prix de la course des chevaux de poste a varié en différents thèmes, et rien n'a dû paraître plus juste, l'analyse forte en abrégé n'en saurait être déplacée dans ce mémoire. Par une ordonnance du 16 octobre 1693, Louis XIV a fixé les chevaux de trait à 35 sols. On voit par un arrêt du Conseil, du 22 septembre de la même année, que malgré cette augmentation beaucoup de maîtres de poste se sont vus forcés d'abandonner le service. En 1729 le prix fut fixé à 40 sols par chaque cheval attelé aux berlines et chaises à 2 personnes. On ne connaissait point encore les limonières qui font la ruine des chevaux de poste. Une ordonnance du 19 juin 1741 porte qu'à commencer du 1er juillet suivant, il serait payé 30 sols pour chaque cheval indistinctement. Ce n'est que depuis 1759 que le prix des chevaux a été restreint à 25 sols, si l'on en excepte cependant l'année 1784 que le prix fut porté à 30 sols pour l'espace seulement de 18 mois. Ces différentes augmentations n'ont fait à ces époques que proportionner le prix de la course avec celui des denrées.
À l'époque où nous nous trouvons, et depuis 1756 le numéraire est considérablement accru, et les denrées en ont suivi s'ils n'ont surpassé la progression successive, en se rapportant seulement à l'année 1763, époque de la Révolution sur le prix des grains, celui des biens fonds a à peu près doublé, et toutes les denrées ont augmenté dans la même proportion. C'est là une vérité dont la preuve est dans les mains même du gouvernement, puisqu'elle existe dans les marchés des entrepreneurs de l'artillerie et des vivres dont le prix a vraiment doublé. Il en coûte aujourd'hui à un maître de poste près du double, tant pour la nourriture que pour l'achat de ses chevaux, et s'il est obligé d'en avoir un plus grand nombre, ses dépenses et ses risques augmentent à proportion. Rien n'est moins régulier que le thème et la nature du service, il se fait en général par bouffées imprévues, ce qui ruine les chevaux, souvent les 2/3 de l'année il n'y a point d'ouvrage, si les maîtres de poste n'avoient pas de labour pour occuper leurs chevaux dans les mortes saisons et les refaire, un maître de poste ne pourrait subsister surtout sur les grandes routes. L'état de maître de poste n'est rien moins que lucratif. Ceux qui ont l'ordre, l'intelligence et l'activité nécessaires y vivent, plusieurs s'y ruinent et aucun n'y fait fortune, et si l'on a trouvé jusqu'ici des sujets pour garnir les postes, on ne le doit qu'à la fiabilité de l'État, à la protection dont ils ont ressenti les effets, et surtout à l'appât des privilèges qu'on leur avait accordés dans tous les temps. Pour résumer ce qu'on vient de dire, les maîtres de poste osent espérer que nos seigneurs ne perdront pas de vue, qu'ils se sont flattés de trouver dans leur sagesse et dans leur justice, la protection qu'ils ont droit d'en attendre pour n'être pas dépouillés de leur état par la réalisation de projets insensés vraiment impraticables, et qui tendraient à faire revivre des privilèges exclusifs, dont l'anéantissement est la conséquence de tous les décrets de l'auguste Assemblée. Les maîtres de poste osent espérer que cette proscription si légitime, sera encore fondée sur la justice de ne pas dépouiller des citoyens agriculteurs, actifs et laborieux de tout moyen de subsister, et de faire subsister leurs familles. Ils espèrent enfin que nos seigneurs, pénétrés de cette vérité que les privilèges qui leur ont été accordés de tout temps, n'étaient qu'un secours indispensable et juste sous tous les rapports, qu'une indemnité sans laquelle ils n'auraient pu se livrer à desservir les postes du royaume, pénétrés, disons-nous, qu'ils doivent indistinctement justice à tous les citoyens, et protection spéciale à ceux, qui, comme les suppliants, ont fait preuve en tout temps du plus pur patriotisme, nos seigneurs daigneront en temps et lieu proportionner l'indemnité si justement acquise à leur situation, et leur accorder dès à présent les légères augmentations auxquelles ils vont conclure. Les privilèges, grevant tous les sujets du roi, l'augmentation du prix de la course a cet avantage, qu'elle ne frappe que sur les voyageurs, et qu'elle sera partagée par les étrangers. Par ces considérations, nos seigneurs, il plaise à votre justice accorder aux maîtres de poste telle augmentation de prix qu'il vous plaira déterminer par poste, pour le service de toutes les malles et celui des courriers du cabinet, et tel autre plus fort prix qu'il vous plaira également déterminer par cheval pour le service public généralement. Les maîtres des postes des grandes routes et des environs de Paris. De l'IMP. De Caillot, rue Galande, numéro 64. Astérisque end of the project Gutenberg e-book à nos seigneurs de l'Assemblée nationale, mémoire pour les maîtres de poste updated editions will replace the previous one, the all editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns the United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty. Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works to protect the Project Gutenberg symbol marque commercial concept and trademark.
project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for any book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copy of this ebook, complying with the trademark license is very easy. You may use this ebook for nearly any purpose such as creation of derivative works, report, performance and research. Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with ebooks not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the project Gutenberg symbol. Marque commercial. Mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg symbol. Marque commerciale. Licence available with this file or online at www.gutenberg.org/licence. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg symbol. Marque commerciale electronic works. 1.a By reading or using any part of this Project Gutenberg symbol. Marque commerciale electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copy of Project Gutenberg symbol. Marque commerciale electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg symbol. Marque commerciale electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg symbol. Marque commerciale electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg symbol. Marque commerciale electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg symbol. Marque commerciale electronic works. See paragraph 1.e below. 1.c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg symbol. Marque commerciale electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg symbol. Marque commerciale mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg symbol. Marque commerciale works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg symbol. Marque commerciale name associated with the work.
You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full project Gutenberg symbol marque commerciale licence when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other project Gutenberg symbol marque commercial work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.e.1 The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg symbol marque commercial license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg symbol marque commercial work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restriction whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.e.2 If an individual Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charge. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark as set forth in paragraphs 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.3 If an individual Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg symbol marque commercial license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e.4 Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg symbol marque commercial license terms from this work, or any file containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg symbol marque commercial. 1.e.5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.e.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg symbol marque commercial license. 1.e.6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed,
marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copy of a project Gutenberg symbol marque commercial work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official project Gutenberg symbol marque commercial website, www.gutenberg.org, you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full project Gutenberg symbol marque commercial license as specified in paragraph 1.e.1. 1.e.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any project Gutenberg symbol marque commercial works unless you comply with paragraph 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.8. You may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing project Gutenberg symbol marque commercial electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of project Gutenberg symbol marque commercial works calculated using the method you already use to calculate your applicable tax. The fee is owed to the owner of the project Gutenberg symbol marque commercial trademark, BU et HAS agreed to donate royalty under this paragraph to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payment must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payment should be clearly marked association to the project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in section 4, information about donation to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that et does not agree to the terms of the full project Gutenberg symbol marque commercial license. You must require such a user to return or destroy all copy of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copy of project Gutenberg symbol marque commercial works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of project Gutenberg symbol marque commercial works. 1.e.9. If you wish to charge a fee or distribute a project Gutenberg symbol marque commercial electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the project Gutenberg symbol marque commercial trademark. Contact the Foundation as set forth in section 3 below. 1.f.1.f.1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the project Gutenberg symbol marque commercial collection. Despite these efforts, Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data,
transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer code that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2 Limited warranty, disclaimer of damage, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg symbol mark commercial trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg symbol mark commercial electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedy for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to you as, with no other warranties of any kind, express or imply, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain type of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provision. 1.f.6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copy of Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg symbol mark commercial work. B. Alteration, modification, or addition or deletions to any Project Gutenberg symbol mark commercial work. And C. Any defect you cause. Section 2.
Information about the mission of Project Gutenberg symbol marque commerciale. Project Gutenberg symbol marque commerciale is synonymous with the free distribution of electronic works in format readable by the widest variety of computer including obsolete, old, middle-aged and new computer. It exists because of the effort of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg symbol marque commerciale's goals and ensuring that the Project Gutenberg symbol marque commercial collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg symbol marque commercial and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see section 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation SEIN or Federal Tax Identification Number is 64 à 6 221 541. Contribution to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, U84 116, 801, 596 à 1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg symbol marque commercial depends upon and cannot survive without widespread public support and donation to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and money fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donation or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contribution from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donation from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp for small staff. Please check the Project Gutenberg web page for current donation methods and addresses.
Donation are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donation. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. Général information about Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works. Professor Michael S.R. was the originator of the Project Gutenberg symbol marque commerciale concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg symbol marque commerciale e-books with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg symbol marque commerciale e-books are often created from several printed editions, all of which are confirmed and not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep e-books in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg symbol marque commerciale, including how to make donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to read about new ebooks. Mémoire pour les maîtres de poste. The full Project Gutenberg licence -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -24 -25 -26 -27 -28 -29 -30 -31